Bonjour, merci de nous rejoindre dans Fil Éco, l'émission qui revient sur l'actualité économique locale. On commence tout de suite avec les titres de cette édition. Dans l'actualité cette semaine, immobilier d'entreprise, le campus du Crédit Agricole à Saint-Quentin est en pleine transformation. Nouveau bâtiment, réaménagement du site, la banque affiche de grandes ambitions. Avec 5000 employés, ce sera le deuxième plus gros employeur sur le territoire en 2016. Le club d'entreprise FAS, la fondation pour agir contre l'exclusion, fête ses 15 ans. Une grande soirée est prévue au théâtre de Saint-Quentin pour célébrer son action en faveur de l'égalité et de la lutte contre l'exclusion ainsi que de la discrimination d'entreprise. Enfin, nous découvrirons le succès de la vente en vrac avec notre entreprise de la semaine. Day by Day, c'est un concept d'épicerie qui propose de maîtriser sa consommation en limitant l'utilisation de déchets. Il en existe déjà 2 dans les Yvelines. Enfin, à l'occasion de la Semaine des métiers de l'artisanat organisée par la Cité des métiers, nous recevons Daniel Varlet. Daniel Varlet, vous êtes le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat dans les Yvelines. Nous reviendrons avec vous sur les difficultés que rencontre cette filière, notamment pour recruter. Nous parlerons des perspectives d'avenir que l'artisanat propose. Ce sera aussi l'occasion d'évoquer pour nous les problèmes d'image de ces métiers de l'artisanat qui n'engagent pas forcément les jeunes à se lancer dans l'aventure. Mais avant cela, passons en revue l'actualité de la semaine. Aujourd'hui, l'association FAS célèbre ses 15 ans. Je vous en parlais la semaine dernière. Le club FAS multiplie les actions depuis sa création à l'initiative de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines et de la fondation Agir contre l'exclusion. Ce soir, c'est l'occasion de remercier les partenaires et de célébrer la pérennité de cette association. En 15 ans, ils ont accompagné 1200 personnes, dont 650 retours à l'emploi durable. Comme Ronin Moisan, parrainé par un chef d'entreprise, il a pu retrouver un poste de technicien télécom chez Bouygues. Je suis intégré dans l'équipe. Je suis monté très vite en compétences, j'ai eu des formations, des certifications, etc. Et maintenant, ma carrière va sûrement évoluer, quoi. J'étais assez réservé, on va dire, et là, maintenant ça va beaucoup mieux. Ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure des années, on a eu une dynamique qui s'est accrue au niveau des entreprises, puisqu'aujourd'hui on a une 60aine d'entreprises impliquées dans les actions du club. Donc les actions du club, c'est quoi ? C'est le lien école-entreprise, c'est l'emploi avec des actions de parrainage, c'est l'égalité de traitement, et puis c'est le territoire où là le club est partie prenante d'un certain nombre de structures au niveau local. Le Crédit Agricole sera bientôt le deuxième employeur le plus important de Saint-Quentin en Yvelines. Alors le campus est en pleine refonte, un nouveau bâtiment est sorti de terre et le réaménagement du site commencera dès l'année prochaine. C'est un grand projet pour l'immobilier d'entreprise sur le territoire, mais aussi pour la banque qui veut ainsi montrer ses ambitions. Des images de William L. Sur le campus du Crédit Agricole, les ouvriers s'affairent. La construction du bâtiment Alsace a commencé en mai 2013. 20 000 mètres carrés pour accueillir 1200 salariés du pôle paiement. La deuxième étape sera la rénovation des bâtiments Champagne et Provence début 2015. Un chantier conséquent qui va d'abord bénéficier aux employés déjà présents. Il y avait de la vétusté un petit peu sur quelques bâtiments, donc vraiment une bonne nouvelle de savoir que c'était en début 2013, je crois, un programme de rénovation a été lancé. Nous avons un premier bâtiment là, qui est pleinement transformé. Le campus de Saint-Quentin va devenir le pôle technologique du groupe. Les effectifs vont doubler. À terme, 5000 personnes devraient travailler sur le campus. Pas de plan d'embauche massif, les employés viennent d'autres sites comme Courbevoie ou le Kremlin-Bicêtre. Pourtant, selon Jean-Paul Mazoyer, directeur du campus, ce réaménagement devrait être vecteur d'emploi. Nous concentrons ici à Saint-Quentin un maximum d'emplois informatiques. Quand une entreprise comme une banque emploie une personne en interne sur l'informatique, en général, elle dépense l'équivalent pour avoir une personne en externe. Donc plus on a de monde en interne ici, plus de la même façon, on donne du chiffre d'affaires à des SS2I qui travaillent avec nous. L'objectif est de faciliter les échanges entre les collaborateurs et les différentes entités du groupe. L'aménagement de l'espace intérieur a pour but de donner vie à une vraie communauté. Au-delà d'être un argument pour le recrutement, l'enjeu est également d'impulser plus d'activité et de dynamisme autour des métiers technologiques. L'objectif que l'on a, c'est aussi que ça rayonne en dehors du Crédit Agricole et de faire en sorte que, autour de nous, un certain nombre d'entreprises puissent également avoir la même logique. Nous sommes sur le territoire de Paris-Saclay, donc nous avons également des échanges avec les universités, les grands centres de recherche, faire en sorte que l'on crée ici à Saint-Quentin un environnement favorable aux métiers informatiques.
Cette implication sur le territoire pourrait inciter d'autres entreprises à s'installer à Saint-Quentin, en Yvelines, une volonté qui pourrait bénéficier également au secteur de l'immobilier d'entreprise. Depuis 10 ans, le nombre de mètres carrés de bureaux sur le territoire est en constante évolution. Les constructions neuves et restructurées ont, elles, diminué de moitié depuis 2007. Airbus annonce une fusion sans licenciement. Les deux filières Sogerma et Aerolia, détenues à 100% par le groupe, vont fusionner au 1er janvier 2015. Cette restructuration interne va rassembler 6 000 salariés. La nouvelle entreprise va produire notamment des éléments d'aérostructure. Ainsi, le site d'Elancourt Defense and Space n'est pas touché, même s'il pourrait recueillir certains bénéfices de cette fusion. Écoutez les précisions de Jean-Louis Darros, délégué CGC. Chacune d'entre elles, à elle seule, n'avait pas la taille critique. Donc le regroupement de ces deux filiales crée un pôle aérostructure en France qui va être le 3e mondial et qui va donc lui donner une taille pour se défendre et être compétitive. Pour notre division, les effets sont un effet d'image, sont la visibilité que des choses industrielles d'avenir sont possibles. Ça nous montre la voie pour ce que nous attendons et un avenir qu'on attend dans la défense. L'opération Collector est lancée, en effet elle a commencé hier. C'est une initiative de l'association des commerçants vicinois. Elle regroupe 50 enseignes de voisins le Bretonneux et 36 participent à cette première édition. Alors l'opération récompense les achats des clients. L'objectif est de faire découvrir les magasins de Montigny et de fidéliser la clientèle. Les précisions de Estelle Jouvenot, la secrétaire de l'association des commerçants vicinois. C'est une idée innovante qui consiste en fait pour les clients à collecter des tampons à chaque achat dans les commerces participants de voisins le Bretonneux. Au bout de 12 tampons récoltés, le client gagne d'office une bouteille de vin AOC à retirer chez le caviste de voisins. Et au bout de 15 tampons, il gagne la possibilité de participer à la grande loterie pour gagner un voyage de rêve à l'île Maurice pour 2 personnes. Moi je pense que c'est très bien parce qu'on a tendance à connaître juste quelques quartiers où on a l'habitude d'aller et puis ça permet de découvrir d'autres endroits et d'explorer un peu le coin, quoi, voilà. Alors l'opération dure jusqu'au 15 décembre et elle a bien lieu à Voisins-le-Bretonneux et non pas à Montigny comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vous propose tout de suite de passer à l'entretien de la semaine. Je vous le disais en titre, nous allons parler de l'artisanat aujourd'hui. Pour cela, nous sommes avec Daniel Varlet. Bonjour. Bonjour. Daniel, vous êtes je le rappelle, le président de la Chambre des métiers de l'artisanat. Alors tout d'abord, pour commencer, est-ce que vous pouvez un peu m'expliquer le principe de cette semaine? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va encore se passer demain? Eh bien, écoutez, sachez que l'artisanat est très fort pour former ses apprentis. Et au travers de cette semaine de la Cité des métiers, la Chambre de métiers, en partenariat avec les organisations professionnelles, présente les différents métiers pour lesquels les artisans ont besoin d'apprentis pour pouvoir transmettre leur savoir et créer leurs futurs collaborateurs et aussi leurs futurs repreneurs. Donc il y a des artisans qui sont venus, des centres de formation, c'est ça? Alors nous avons des thèmes bien particuliers tout au long des journées. Il y a un calendrier qui a été fait et par thème, les élèves, les écoles, les visiteurs sont accueillis par les artisans et par leur représentation syndicale. Alors il y avait un métier qui était présenté chaque jour. Est-ce que vous pouvez me dire un peu quels sont les métiers d'artisanat qui embauchent le plus, ceux qui sont le plus vecteurs d'avenir? Tous les métiers dans l'artisanat sont vecteurs d'avenir. Oui, certains ont des difficultés, comme le bâtiment par exemple. Alors, on a des difficultés, les gens du bâtiment ont des difficultés par rapport à la crise. Néanmoins, cette crise qui dure quand même, mais néanmoins, ce sont quand même des métiers, et notamment dans le bâtiment, qui ne sont pas délocalisables. Donc, il y aura toujours à faire dans les métiers du bâtiment. Les formations les propositions de formation qui sont faites actuellement sur la Cité des métiers ont l'originalité, par exemple, de pouvoir visiter les entreprises. Nous avons organisé des visites dans les entreprises pour les jeunes afin qu'ils connaissent. Dans quelles entreprises intéressent le plus les jeunes? Est-ce qu'ils veulent plus travailler en tant, je ne sais pas, boucher, cuisinier? Alors il y a des entreprises
qui ont plus de succès en ce moment par rapport à certaines médiatisations qui sont faites par vos collègues dans la boucherie, par exemple. On a beaucoup recruté cette année et depuis 2-3 ans en boucherie, parce qu'on a doublé les capacités d'accueil pour nos jeunes. La restauration a quand même du mal. On recrute encore des jeunes dans la restauration, puisque les jeunes ont un petit peu de soucis par rapport aux horaires à s'impliquer dans les entreprises. Vu le timing qui leur est donné, ils doivent se couper de leur relationnel jeunes, leurs copains, leur rythme scolaire sont vraiment différents. Donc on a beaucoup de jeunes qui essayent la restauration sans trop bien savoir ce que c'est, mais malheureusement n'y restent pas par les contraintes, des contraintes de vie quotidienne. Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, c'est encore possible pour un jeune qui veut se lancer dans l'artisanat de devenir son propre chef d'entreprise? Est-ce que c'est un rêve que promet l'artisanat? C'est toujours possible aujourd'hui? Absolument, absolument. Vous savez, chaque semaine, nous faisons des stages de préparation à l'entreprise que bien souvent nous allons nous présenter en tant qu'artisans auprès de ces gens pour témoigner de notre passage dans l'artisanat. Et c'est toujours plaisant de voir ces jeunes qui ont des envies, des volontés, et sont par passion aussi. Et on leur dit du travail bien fait dans l'artisanat, c'est gage de réussite, il n'y a aucun problème. Et pourtant, la filière a vraiment des difficultés à recruter. Combien d'artisans manquent, par exemple, dans les Yvelines? Combien il en manque dans les Yvelines ou en France? Alors on peut dire qu'il nous manque 50 000 apprentis sur l'ensemble du territoire. Et le manque n'est pas tout à fait pareil sur chaque territoire par rapport à l'activité artisanale. Cependant, ce manque amplifie d'année en année, parce que malgré tout le bien qu'on peut porter à l'artisanat, puisqu'on compare l'artisanat de l'Allemagne à l'artisanat en France, sachez qu'on perd 10% d'apprentis chaque année. Depuis 3 ans, on rentre 10% en moins d'apprentis dans nos centres de formation. Est-ce que l'artisanat a un problème d'image? Est-ce qu'elle souffre d'une mauvaise image? C'est vrai que vous avez au final du mal à recruter des jeunes. L'artisanat a évolué. Maintenant, on a envie d'être artisan, et même les parents donnent l'envie à leurs enfants. C'est vrai, les parents donnent l'envie, ils ne freinent pas justement des jeunes qui seraient désireux d'aller vers des métiers comme ça? Vous savez, quand on voit la réussite professionnelle dans l'artisanat, on se pose des questions par rapport à aller dans du tertiaire ou faire des études. Nous, on commence à la base du métier, et puis c'est un ascenseur social pour nous. 50% des artisans ont été formés par l'apprentissage en alternance, en étant immergés immédiatement dans l'entreprise. Donc, il y a quand même de la réussite. Sachez aussi qu'un apprenti, 8 apprentis sur 10 ont un emploi pérenne à l'issue de leur cursus. Donc, tout et est ça, pourquoi on ne le sait pas? Il y a un problème justement d'image, comme je vous le disais. L'image évolue. Il y a peut-être des gens qui ont peur de s'investir dans l'apprentissage, mais je peux vous dire que ceux qui commencent dans l'apprentissage et qui réussissent, c'est un vecteur formidable. Parce qu'on connaît peut-être moins bien les métiers qui sont dans l'artisanat. Alors, on a des métiers traditionnels, le bâtiment, les services, les métiers de bouche, mais on a aussi des métiers tout à fait innovants dans les technologies modernes, dans la recherche. L'artisanat est à la base de l'innovation technologique. Donc, quels sont ces métiers, par exemple, qui pourraient intéresser certainement les jeunes d'aujourd'hui? Vous avez tout plein de métiers bien spécifiques, des niches. Là, hier, c'est un jeune qui fait de la géolocalisation pour pouvoir savoir ce qu'il y a comme tranchée pour après venir directement avec des gros bulldozers. Donc il m'a dit que ça, c'était un marché, c'était une niche, et il y a un marché à développer. Mais, vous savez, c'est 250 métiers, l'artisanat, donc c'est vaste. Et du coup, c'est une formation qui commence très jeune. On parle peut-être d'en parler avant le collège, avant la 3e. Est-ce que ça vous semble un peu tôt, ou est-ce que ce serait une bonne solution pour justement attirer plus de jeunes vers l'artisanat? Alors, dans l'artisanat, on a maintenant 2 sortes de personnes, parce qu'on s'aperçoit aussi que les diplômés, des gens de 20 ans, des gens de 25 ans, reviennent aussi dans l'artisanat, parce qu'ils avaient un projet initial
de s'installer, et puis les parents, ou pour des choses, ils ont fait des études et ils n'ont pas forcément réussi dans leur domaine. Donc on ouvre des formations dans l'artisanat déjà pour des formations adultes. Et puis aussi pour les jeunes, dès qu'on commence à 17 ans dans l'artisanat, vous progressez, et vous apprenez au fil du temps et vous pérennisez quand même le geste et le savoir-faire de l'artisan. D'accord. Est-ce que vous vous sentez épaulé par le gouvernement? Parce qu'il y a quelques semaines, il y a eu une réunion d'information sur justement l'apprentissage. Est-ce que vous pensez que le gouvernement peut faire plus pour vous et pour aider justement ce secteur à se développer? Je pense qu'il faut mettre en valeur nos jeunes qui sortent de l'apprentissage. Je pense qu'il faut identifier les maîtres d'apprentissage, car c'est vraiment des valeurs sûres. Il faut reconnaître tout ce monde qui représente 10% de l'économie nationale. Et il faut les mettre en valeur pour savoir, parce qu'on est toujours, malgré la crise, on embauche toujours 100 000 personnes dans l'artisanat par an. Je vous propose de passer maintenant aux chiffres de la semaine. Alors le chiffre de la semaine concerne également l'artisanat. 18 512, c'est le nombre d'entreprises artisanales dans les Yvelines. Ce nombre peut paraître important, pourtant le département se retrouve en avant-dernière position dans le classement des départements de l'Île-de-France. L'Île-de-France, elle, compte 186 582 entreprises artisanales. Le secteur le plus important est celui de la construction, avec près de 75 000 entreprises, dont plus de 7 000 dans les Yvelines. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à ça, M. Varlet ? Non, tout à fait normal. C'est par rapport à la topologie du terrain qui fait qu'on a la plus grosse concentration d'artisans, c'est Paris. Après, je crois que c'est le 93. On est talonné par le 95 qui, somme toute, on est à peu près les mêmes, le nombre d'artisans. Puis le 77 qui est 50% du département Île-de-France en point de vue de superficie. Alors, là où il y a aussi beaucoup d'artisanat. Mais c'est simplement par le fait de la concentration d'activités qui est tout à fait différente d'un département à l'autre. Eh bien, merci Daniel Varlet d'être venu sur notre plateau. Il est temps maintenant de découvrir le Zoom métier de la semaine. Et nous restons dans le domaine de l'artisanat. Notre Zoom de la semaine est consacré au métier d'ambulancier. Et ça peut paraître étrange, mais les ambulanciers auxiliaires d'ambulance sont considérés comme des professionnels de l'artisanat. C'est le cas lorsqu'ils travaillent pour des sociétés de transport privées. C'est un métier mal connu. Pourtant, vous allez le voir, ils recrutent, comme l'ont découvert Élodie Moine et Claire Cambier. A priori, c'est un patient qui a une altération de l'état général. Donc ça peut tout dire et rien dire. Donc le tout, c'est d'arriver sur place assez rapidement et puis ensuite établir notre bilan clinique. Garder son calme, même dans l'urgence, le quotidien pour ces ambulanciers. Disponibles 24 heures sur 24, ils sont le relais du SAMU. Une fois sur les lieux de l'intervention, il faut faire preuve d'un grand sens de l'écoute face à des personnes souvent inquiètes. Raison de plus pour aller faire un tour à l'hôpital, voir ce qui se passe. Il prend rien. Ah si, ils vont vous faire manger un peu mieux, vous allez reprendre des forces. Parce que tout passe par là, hein. Une bonne alimentation, ça va déjà être plus de force et de meilleure défense pour votre corps. Mobile et autonome, le métier d'ambulancier est un métier physique où les heures supplémentaires sont monnaie courante. En plus d'être bon conducteur, aimer les rapports humains est essentiel. La communication, c'est vraiment très très important lors d'un transport, surtout quand il y a quelqu'un qui est agité, essayer de le calmer, de parler. C'est très très important. Xavier a fait son apprentissage dans cette société d'ambulance artisanale qu'il a embauché par la suite à 1 800 € net. Pascal Lequin fait le gérant, ambulancier depuis 36 ans. Il a ouvert il y a 7 ans une société d'ambulance légère. Contrairement aux véhicules lourds, ces ambulances ne prennent pas en charge les urgences, mais font de l'accompagnement en consultation et lieux médicalisés. L'ambulance légère, c'est de l'enchaînement permanent toute la journée, donc il est clair que quand on perd du temps dans un embouteillage ou quand on est ralenti par la pathologie d'un patient, il faut s'en occuper un peu plus longtemps, eh bien il est sûr que c'est plutôt ce stress de planning avec des gens qui nous attendent l'autre bout du département qui est le plus dur à gérer en fait. Difficile de recruter avec ce rythme soutenu.
40 sociétés regroupant 1000 ambulanciers sont en exercice dans les Yvelines, mais ce n'est pas suffisant. La profession cherche à créer des vocations en faisant découvrir le métier. La coquille qui va nous permettre de transporter des personnes âgées qui sont tombées chez elles et qui ont une forte douleur, notamment au niveau du rachis ou au niveau du col du fémur aussi. C'est une profession qui est inscrite au Code de santé publique, au même titre qu'un infirmier, qu'un médecin ou qu'un kinésithérapeute. La formation dure 630 heures. Et dans la formation, on retrouve effectivement de l'anatomie, de la physiologie, des gestes d'urgence, mais également comment on examine un malade. C'est un secteur qui a des difficultés à recruter des personnels parce que, effectivement, les conditions de travail peuvent être difficiles. On travaille la nuit, on travaille le week-end, les jours fériés, avec des plannings qui évoluent au fur et à mesure des missions. Une centaine d'ambulanciers est formée chaque année dans les Yvelines. 90% d'entre eux trouvent un emploi dès l'obtention de leur diplôme. Consommer responsable et lutter contre le gaspillage, ce sont des concepts innovants qui séduisent de plus en plus les consommateurs. L'entreprise de la semaine l'a bien compris. Elle propose Day by Day, c'est une franchise d'épicerie en vrac implantée à Versailles et Fontenay-le-Fleury. Elle propose de maîtriser son alimentation, sa consommation, tout en réduisant l'utilisation de déchets souvent inutiles. Des images signées Élodie Moine. Alors, je peux vous renseigner, oui. Il a commencé à me parler des copeaux. Oui. Il y a les novices et les connaisseurs. Pierre est de ceux-là. Depuis qu'il a découvert cette épicerie en vrac, il est l'un de ses plus fidèles clients. Soucieux de l'environnement, il se rend toutes les 2 semaines à la boutique de Versailles avec ses propres sacs plastiques pour faire ses courses. On essaie de faire quand même attention à la planète, à tout ce qui est à côté. Et en même temps, ça permet ici d'acheter en vrac, d'acheter vraiment le produit et pas l'emballage qui me sert à rien par la suite. Café, farine, sucre, huile, des produits essentiels du quotidien sont disponibles. L'épicerie propose même des produits ménagers à remplir directement dans d'anciens flacons. Des bocaux en verre sont également mis à disposition pour les clients. Moins d'emballage, donc moins de déchets, et cela se ressent sur le budget. Ça vous fait un total de 45,26 € par carte. C'est meilleur et moins cher. 45 € pour 2 semaines, c'est rien du tout. Enfin, par rapport à avant, c'est rien du tout. Sans emballage, les produits sont vendus entre 5 et 20% moins chers. L'épicerie de Versailles est ouverte depuis le mois de mai, c'est la 2e franchise du groupe. Elle attire entre 200 et 300 personnes chaque semaine, des débuts prometteurs. Le fait de pouvoir se servir soi-même, les gens ont l'impression de jouer à la marchande un petit peu. Le côté sans emballage, effectivement, je suis assez contente d'ailleurs parce que j'ai converti pas mal de clients qui n'étaient pas du tout vraiment intéressés par le problème des déchets et qui finalement se sont mis à vraiment faire très attention chez eux. Derrière ce concept innovant, 2 associés issus de la grande distribution et du marketing. L'idée est née dans les années 2000, mais ils l'ont concrétisée il y a seulement 3 ans. 250 000 € leur ont été nécessaires pour démarrer l'aventure avec une première enseigne, une plateforme d'approvisionnement et des stocks. On a choisi le mode de développement en franchise parce qu'on cherche un développement qui soit relativement rapide, partagé avec des gens qui ont envie de faire la même chose aussi. Encore une fois, il n'est pas question de devenir des grands promoteurs immobiliers qui aurions nous-mêmes 500 boutiques sous notre gestion, ça n'a aucun intérêt. En revanche, on peut partager avec plein de gens et on a beaucoup de candidats à la franchise, bien qu'on ait très peu communiqué pour l'instant. On a surtout bien appris à faire bien notre métier. L'ouverture d'une franchise demande un investissement de 60 000 €. L'enseigne prévoit d'ici fin 2018 l'ouverture d'une centaine de boutiques, principalement en Ile-de-France. Et nous terminons cette émission par l'agenda de la semaine. Voici 2 rendez-vous à ne pas manquer. Mardi, un petit déjeuner d'entreprise est organisé avec le MEDEF Yvelines à la maison de l'entreprise de Saint-Quentin en Yvelines. Le rendez-vous est fixé de 8h30 jusqu'à 10h. Au programme, débats et conférences sur le thème des documents contractuels. Pensez à réserver votre place. Comment valoriser vos compétences, vos expériences professionnelles en adéquation avec les besoins des entreprises lorsqu'on est demandeur d'emploi de plus de 45 ans? Si vous vous êtes déjà posé cette question, venez mercredi à la Cité des métiers de Trappes. Le Club FAS anime un atelier sur ce thème de 9h30 à 12h30. N'oubliez pas de vous inscrire. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain rendez-vous de Phileco. Je vous souhaite une très bonne soirée.